En moins de 3 mois, 83 000 personnes ont changé de trajectoire. Dans des villages marqués par les pertes de cheptel, la pauvreté et l'attente de l'aide, des kits d'élevage ont agi comme un raccourci économique, transformant des dons modestes en actifs qui se reproduisent, se vendent et se réinvestissent réellement. Ce basculement, porté par la vision d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso, pose une question simple. Jusqu'où peut aller une autonomie née d'un geste répétable? Si la souveraineté commence, alors, dans une cour familiale, tout le reste suit. Ce qui se joue ici dépasse un programme rural parmi d'autres. En suivant pas à pas la montée en puissance des kits d'élevage, il devient possible de comprendre comment une action ciblée peut produire des effets économiques, sociaux et politiques bien au-delà de son périmètre initial. L'enjeu n'est pas seulement de mesurer des résultats rapides, mais d'évaluer si un tel dispositif peut servir de fondation durable à une reconstruction nationale, dans un pays fragilisé par les crises successives. La promesse est claire pour le lecteur. En quelques minutes, saisir pourquoi une initiative simple peut modifier la trajectoire de milliers de ménages, tout en testant les limites d'un modèle fondé sur la production locale. Car derrière chaque kit distribué se cachent des questions plus larges. Capacité de reproduction à grande échelle, solidité des revenus générés, absorption par les marchés locaux et résistance face aux chocs futurs. Autrement dit, ce programme fonctionne-t-il parce qu'il est exceptionnel ou parce qu'il révèle un mécanisme reproductible, applicable ailleurs avec les mêmes contraintes de ressources? C'est que cette ligne de tension entre succès visible et soutenabilité réelle qui structure toute la suite de l'analyse. Dès les premières semaines, un fait s'impose. 83 000 bénéficiaires ont déjà constaté une amélioration concrète de leurs ressources animales, et la progression ne s'est pas arrêtée là. Plus surprenant encore, cette dynamique s'est diffusée presque organiquement, sans dispositif lourd, confirmant que l'effet ne relevait pas d'un simple pic initial, mais d'un mécanisme en cours d'auto-amplification, soutenu par l'approche impulsée par Ibrahim Traoré. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir au point de départ. Les zones concernées, notamment autour de Mané, sortaient d'années de chocs successifs. Cheptel décimé, familles déplacées, actifs productifs anéantis. L'économie locale fonctionnait au ralenti, dépendante d'aides irrégulières et peu structurantes. Dans ce contexte, l'introduction de kits d'élevage n'était pas pensée comme une solution miracle, mais comme un test à faible coût. Restituer aux ménages une base minimale, capable de se multiplier rapidement. Chaque kit, volaille, chèvre, bovin ou porc, portait une logique précise. D'abord, reconstituer des actifs productifs immédiatement mobilisables. Ensuite, renforcer la résilience des foyers face aux chocs alimentaires. Enfin, recréer des sources de revenus réguliers, même modestes, mais cumulables dans le temps. Ce triptyque explique pourquoi les animaux n'ont pas été perçus comme des dons ponctuels, mais comme des leviers de reconstruction. À mesure que les cycles de reproduction ont démarré, un glissement s'est opéré. Les ménages ont recommencé à produire, puis à échanger. Les excédents, d'abord destinés à la consommation, ont rapidement trouvé des débouchés locaux. Cette séquence, produire, sécuriser, vendre, a réduit la dépendance à l'aide extérieure et restauré une capacité d'action économique là où elle avait disparu. C'est précisément cette articulation entre vitesse d'impact et simplicité du dispositif qui donne toute sa portée au programme. Il ne s'agit pas seulement d'un résultat chiffré, mais d'un signal. Avec des moyens limités, une base productive locale peut être réactivée à grande échelle. Dans les premières semaines, le programme a pris corps à travers des trajectoires individuelles devenues des repères collectifs. Dans un village proche de Mané, une veuve jusque-là dépendante d'aides irrégulières a reçu un kit minimal, un coq, 3 poules et un appui alimentaire de départ. En moins de 2 mois, la reproduction lui a permis de couvrir une partie de ses besoins nutritionnels, puis de vendre des œufs sur le marché local, réinjectant immédiatement des revenus dans le foyer. Un autre cas, souvent cité par les équipes locales, concerne un jeune déplacé interne ayant perdu son troupeau
lors des crises précédentes. Le kit de chèvre qui lui a été attribué, accompagné d'un encadrement technique léger, a permis de stabiliser l'alimentation animale et de sécuriser l'enclos familial. Les premières mises bas, survenues avant la fin du 3e mois, ont marqué un tournant. Au-delà du revenu, il a retrouvé une place économique reconnue au sein de sa communauté. Ces situations ne sont pas isolées. Leur accumulation a joué un rôle clé dans la diffusion du programme. Les témoignages visibles ont rassuré les ménages, hésitants, et accéléré l'adoption, créant une dynamique d'entraînement sans campagne massive. Les animaux sont progressivement passés du statut de biens reçus à celui d'actifs gérés, planifiés et transmis. Ce changement de perception explique l'impact précoce observé à l'échelle locale. Là où l'aide humanitaire restait souvent ponctuelle, le kit d'élevage introduit une logique de continuité. En redonnant aux familles la capacité de produire et de décider, le programme a réactivé une économie domestique élémentaire, mais fonctionnelle. Le point essentiel tient au mot en peu d'eau de 6 mots. Rendre les moyens d'agir change tout. Au départ, le programme s'est déclenché comme une opération ciblée, presque expérimentale. Les premières de distribution de kits d'élevage ont été pensées pour toucher en priorité les ménages les plus fragilisés, là où la perte de cheptel avait détruit toute base productive. Les objectifs étaient faits volontairement sobres: remettre des animaux dans les foyers, sécuriser un minimum de nourriture et observer si une dynamique économique pouvait redémarrer sans soutien massif. Cette phase initiale, courte et volontairement limitée, a servi de test grandeur nature de l'approche portée par Ibrahim Traoré. La montée en puissance a été rapide. Dès les premiers jours, des centaines de familles ont reçu des volailles, des chèvres ou des bovins, accompagnés d'un appui technique élémentaire. Très vite, les premiers signes de reproduction animale sont apparus. Les foyers ont vu leur stock augmenter, parfois plus vite que prévu, transformant un don initial en une ressource renouvelable. Cette progression a marqué un premier basculement. Les kits n'étaient plus perçus comme une aide ponctuelle, mais comme le point de départ d'un cycle productif. À mesure que les animaux se multipliaient, les effets se sont étendus au-delà des ménages bénéficiaires directs. Les marchés locaux ont commencé à s'animer, accueillant des œufs, du lait et de petits animaux destinés à la vente. Les échanges, longtemps atrophiés, ont repris une forme régulière. Cette circulation de produits a créé une impulsion économique visible, même à faible intensité, mais suffisamment constante pour modifier les comportements. Les familles ont commencé à planifier, à conserver une partie de la production et à réinvestir dans l'élevage. Le point culminant de cette séquence se situe lorsque les villages sont passés d'une logique de réception à une logique d'initiative. Certains foyers ont utilisé leurs premiers revenus pour améliorer les enclos, acheter de l'alimentation animale ou diversifier leur production. D'autres ont échangé des animaux contre des services ou des biens essentiels. Ce mouvement a donné naissance à une économie locale plus dense, où chaque kit agissait comme un noyau de croissance. Les répliques de cette montée en puissance ont été multiples. L'infrastructure locale, d'abord contrainte, a commencé à s'adapter. Des jeunes ont trouvé un revenu en participant à la gestion des élevages ou en devenant relais techniques. De petites activités connexes ont émergé, notamment autour de l'alimentation animale et de la construction d'abris. Ces effets secondaires ont renforcé la stabilité du dispositif, en l'inscrivant dans un tissu économique plus large. Cette séquence, déclenchement ciblé, montée rapide, réplique diffuse, explique pourquoi le programme a dépassé ses ambitions initiales. Ce qui devait être une réponse ponctuelle à la vulnérabilité s'est transformé en catalyseur. En réactivant des mécanismes économiques simples mais cumulables, l'initiative a montré qu'une reconstruction pouvait commencer sans attendre des structures lourdes. La question qui s'impose désormais n'est plus de savoir si le programme fonctionne, mais jusqu'où cette dynamique peut s'étendre sans perdre son équilibre. Le point de référence initial était modeste. Des ménages sans cheptel fonctionnel, dépendant d'aides irrégulières
et incapables de produire au-delà de leur subsistance immédiate. 3 mois plus tard, l'écart observé permet de mesurer l'ampleur du basculement. Le premier indicateur clé concerne le nombre de bénéficiaires directs. 33 000 personnes, réparties dans plus de 150 villages, ont vu leurs ressources animales évoluer de manière tangible. Ce chiffre ne reflète pas seulement une couverture géographique, mais la rapidité avec laquelle un dispositif léger a atteint une masse critique suffisante pour produire des effets visibles. Le second indicateur porte sur la production locale de volailles. Avant le lancement du programme, certaines zones dépendaient largement d'importations ou d'approvisionnements extérieurs pour les œufs et la viande. Après la distribution des kits, la production a enregistré une hausse de 300%, portée par la reproduction rapide des volailles au sein des foyers. Concrètement, cette croissance signifie que les ménages sont passés d'une consommation contrainte à une situation d'excédent partiel, permettant la vente sur les marchés locaux et la constitution de petits services réguliers. Le troisième indicateur concerne directement les revenus des ménages. Les suivis mensuels réalisés par les équipes locales font état d'une augmentation moyenne de 45% des revenus dans les zones couvertes par le programme. Ce gain ne provient pas uniquement de la vente d'animaux ou de produits dérivés, mais aussi des emplois créés autour de l'élevage, gestion des enclos, transformation artisanale, distribution d'aliments pour bétail. Cette diversification réduit la vulnérabilité économique en multipliant les sources de revenus au sein d'un même foyer. Un quatrième chiffre éclaire la dimension alimentaire. Plus de 70% des familles bénéficiaires ont atteint un niveau d'autonomie nutritionnelle mesurable, c'est-à-dire la capacité de couvrir l'essentiel de leurs besoins grâce à leur propre production. Cet indicateur est déterminant, car il traduit un changement structurel. La sécurité alimentaire n'est plus dépendante d'un flux externe, mais d'un cycle productif interne maîtrisé. Enfin, un dernier élément quantifie les effets indirects. Les réinvestissements locaux ont progressé de 35% dans les zones rurales concernées. Les revenus issus de l'élevage ont été orientés vers l'amélioration des habitations, la construction de puits ou l'installation de petites infrastructures solaires. Ces choix montrent que les ménages ne consomment pas seulement le surplus, mais l'utilisent pour renforcer leurs capacités futures. Pris ensemble, ces chiffres dessinent une trajectoire claire. Le passage d'une situation de vulnérabilité à une dynamique productive ne repose pas sur un seul indicateur spectaculaire, mais sur l'addition de gains mesurables, cohérents et cumulables. C'est cette lecture quantitative qui donne toute sa crédibilité à l'approche défendue par Ibrahim Traoré, une transformation progressive, ancrée dans des résultats observables plutôt que dans des promesses abstraites. 2 lignes d'analyse se sont rapidement dessinées autour du programme. La première, favorable, considère les kits d'élevage comme un modèle exemplaire de développement rural. Selon cette lecture, la rapidité avec laquelle les ménages ont reconstitué une base productive démontre qu'une intervention ciblée peut produire des effets structurels sans mobiliser de budget massif. Le retour à l'autonomie alimentaire, la hausse des revenus et la création d'activités connexes sont interprétés comme les signes d'un mécanisme sain, capable de se renforcer avec le temps. La seconde ligne, plus critique, met en avant plusieurs risques. Elle souligne d'abord la dépendance potentielle à un soutien initial extérieur. Sans formation continue, encadrement vétérinaire et infrastructures adaptées, la dynamique pourrait s'essouffler. D'autres observateurs craignent un déséquilibre des marchés locaux si l'augmentation rapide de la production n'est pas accompagnée de circuits de transformation et de distribution structurés. Enfin, certains avancent que la reproductibilité du modèle reste incertaine dans des zones plus instables ou moins dotées en capacité locale. Ces réserves méritent d'être examinées à l'aune des données disponibles. Sur le terrain, une majorité de villages bénéficiaires ont démontré une capacité autonome à gérer la croissance de leur cheptel, à planifier la reproduction et à réinvestir une partie des revenus sans attendre une aide supplémentaire. Parallèlement,
L'extension progressive des formations techniques et l'émergence de micro-entreprises locales dédiées à la transformation des produits agricoles indiquent que le système se consolide de l'intérieur plutôt que de s'épuiser. Autrement dit, le programme n'apparaît ni comme un miracle instantané, ni comme un dispositif fragile suspendu à son initiateur. Il se situe dans une zone intermédiaire, où la simplicité de départ crée les conditions d'une complexification progressive. C'est précisément cette capacité d'évolution, observée dans les premiers mois, qui renforce la crédibilité de la trajectoire défendue par Ibrahim Traoré. Le véritable tournant n'est pas uniquement dans les chiffres, mais dans le changement d'échelle qu'il révèle. Ce programme a déplacé le centre de gravité de l'action publique, du niveau national vers l'espace domestique, là où se prennent les décisions quotidiennes de production, de consommation et de réinvestissement. En redonnant aux ménages un actif simple à gérer, la stratégie a transformé des foyers fragiles en unités économiques fonctionnelles, capables d'absorber des chocs sans s'effondrer. Cette bascule explique pourquoi l'impact s'est diffusé plus vite que prévu. Chaque famille est devenue productive, agit comme un relais local, visible et crédible, bien plus efficace qu'un message institutionnel. Le changement ne circule pas par injonction, mais par imitation. Les résultats observés dans une cour familiale deviennent une preuve tangible pour le voisinage immédiat. C'est ici que la vision portée par Ibrahim Traoré prend toute sa dimension. Le programme ne cherche pas d'abord à construire une filière lourde ou centralisée, mais à multiplier des points d'autonomie élémentaires. En s'additionnant, ces micro-capacités finissent par produire un effet macroéconomique, sans rompre avec les contraintes locales de ressources, de savoir-faire ou de sécurité. Ce renversement de logique éclaire l'ensemble du dispositif. Le kit d'élevage n'est pas l'objectif final, mais le déclencheur. Il sert de levier pour reconstruire la confiance économique, restaurer l'initiative et enclencher une dynamique qui dépasse largement la distribution initiale. Les effets du programme deviennent pleinement lisibles lorsqu'on observe leurs répercussions sur 4 groupes distincts, chacun touché à un niveau différent mais interconnecté. Pour les ménages, l'impact est immédiat. Les familles autrefois dépendantes d'aides irrégulières disposent désormais de sources régulières de nourriture et de revenus. Les œufs, le lait et les animaux issus des cycles de reproduction améliorent la nutrition quotidienne et génèrent des surplus vendables. Cette stabilité nouvelle permet à certains foyers de financer la scolarité, de rénover l'habitat ou de constituer une épargne minimale, réduisant sensiblement la vulnérabilité face aux chocs. Du côté des dynamiques économiques locales, le changement est tout aussi visible. L'arrivée d'une production animale régulière a réactivé les marchés ruraux. Des activités connexes se sont développées. Vente d'aliments pour bétail, construction d'enclos, transformation artisanale de produits laitiers ou avicoles. La circulation monétaire s'est intensifiée et la valeur ajoutée reste davantage ancrée dans les territoires. Cette densification progressive de l'économie locale contribue à stabiliser des zones longtemps marginalisées. Pour le secteur agricole et environnemental, les conséquences sont structurelles. La reconstitution du cheptel favorise l'autonomie agricole en fournissant des engrais organiques, améliorant la fertilité des sols et réduisant la dépendance aux intrants coûteux. Les cycles de production gagnent en régularité, ce qui sécurise l'alimentation et limite les pratiques destructrices liées à la survie immédiate. À moyen terme, certaines localités voient émerger de petites unités de transformation, réduisant les pertes post-production et renforçant l'équilibre entre élevage, agriculture et environnement. Enfin, à l'échelle territoriale et régionale, le programme agit comme un signal. Le Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, apparaît comme un laboratoire de résilience rurale. Des régions voisines observent attentivement les résultats obtenus, et certaines initiatives similaires commencent à émerger de manière spontanée. Sur le plan diplomatique, cette dynamique renforce la crédibilité du pays et ouvre la voie à des coopérations agricoles régionales, fondées sur l'échange de pratiques plutôt que sur l'assistance classique. Pris ensemble, ces effets dessinent un changement de trajectoire. Le programme
ne se limite plus à des bénéficiaires individuels, mais influence des systèmes entiers. En reliant les ménages, les marchés, l'agriculture et le territoire, il montre comment une action locale peut produire des répercussions multiples et cohérentes. La question devient alors stratégique. Comment préserver cet équilibre en passant à l'échelle suivante? À moyen terme, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour le programme, chacune dépendante de choix opérationnels et de contraintes locales. Dans le scénario de continuité, la dynamique actuelle se maintient à un rythme soutenu, mais maîtrisé. Le nombre de bénéficiaires augmente progressivement, les formations techniques suivent, et les marchés locaux absorbent la production supplémentaire. Les ménages consolident leurs acquis, sans rupture majeure. Cette trajectoire permettrait de stabiliser les gains observés, tout en limitant les risques de saturation ou de déséquilibre, à condition de renforcer l'accompagnement là où les capacités restent fragiles. Le scénario optimiste suppose une intensification coordonnée. Les kits se multiplient plus rapidement, les infrastructures de transformation se développent et les circuits de distribution gagnent en efficacité. Dans cette configuration, la production excédentaire devient un levier de croissance plus large, soutenant l'emploi local et attirant des partenariats ciblés. La logique d'autonomie se diffuse au-delà des zones rurales initiales, et le modèle commence à inspirer des adaptations dans des régions voisines, renforçant la portée régionale de la stratégie portée par Ibrahim Traoré. À l'inverse, le scénario de fragilisation repose sur l'accumulation d'obstacles. Une extension trop rapide, sans soutien technique suffisant, pourrait affaiblir la qualité des élevages. Des marchés locaux saturés entraîneraient une baisse des prix, réduisant les incitations à produire. Des contraintes sécuritaires ou logistiques pourraient également interrompre les chaînes d'approvisionnement. Dans ce cas, le programme conserverait des effets plus positifs à court terme, mais peinerait à transformer l'essai à plus grande échelle. Face à ces scénarios, une recommandation de méthode s'impose. Plutôt que de viser l'expansion maximale, il s'agit de privilégier une croissance conditionnelle. Étendre là où les capacités sont prêtes, consolider ailleurs. Ce principe simple permet d'arbitrer entre vitesse et stabilité, sans renoncer à l'ambition initiale. L'enjeu n'est donc pas de choisir un futur figé, mais de créer les marges d'adaptation nécessaires pour orienter la trajectoire. Au-delà des chiffres et des scénarios, ce programme renvoie chacun à une question plus concrète. Que se passe-t-il lorsqu'une communauté retrouve la capacité d'agir par elle-même? Pour les citoyens vivant dans des contextes fragiles, l'exemple des kits d'élevage montre que l'autonomie ne commence pas par des réformes abstraites, mais par des outils maîtrisables, immédiatement utiles et intégrés au quotidien. La transformation observée n'est pas spectaculaire au sens médiatique, mais elle est profonde, car elle modifie les comportements, les attentes et la relation à l'avenir. Pour les décideurs publics, l'expérience constitue un déplacement de perspective. Elle suggère que certaines politiques gagnent à partir du bas, en renforçant des unités économiques élémentaires plutôt qu'en cherchant d'emblée des effets macro. Cette logique oblige à repenser la notion d'investissement public, non plus seulement en termes d'infrastructures lourdes, mais comme un soutien à des capacités locales cumulables. C'est dans cette optique que la démarche défendue par Ibrahim Traoré prend une portée plus large que le seul cadre burkinabé. Les organisations de développement et les acteurs associatifs peuvent également y lire un signal. L'efficacité du programme tient autant à ce qu'il fait qu'à ce qu'il évite. Des dispositifs complexes, coûteux et difficiles à maintenir. En privilégiant la simplicité et la reproductibilité, il ouvre des pistes d'action adaptées à des environnements contraints. Pour le lecteur, enfin, l'enjeu est aussi personnel. Cette expérience rappelle que des changements durables émergent souvent de leviers modestes, dès lors qu'ils redonnent aux individus la maîtrise de leurs ressources et de leurs choix. Pour transformer un succès initial en dynamique durable, une trajectoire opérationnelle claire s'impose. La première étape consiste à renforcer la formation technique locale. Les bénéficiaires doivent maîtriser la gestion du cheptel, la nutrition animale et la prévention sanitaire.
Des équipes de relais, ancrées dans les villages, permettent d'assurer un accompagnement continu et de réduire la dépendance à des interventions ponctuelles. Plus les compétences locales augmentent, plus la productivité et la résilience suivent. La deuxième étape vise à structurer les chaînes de transformation et de distribution. Sans débouchés organisés, l'augmentation de la production peut fragiliser les prix. Des points de collecte, de petites unités de transformation et des circuits de vente coordonnés permettent de valoriser les excédents et de stabiliser les revenus. Cette organisation protège l'équilibre des marchés locaux tout en créant de nouveaux emplois. Troisièmement, il devient essentiel de développer les infrastructures de base. L'accès à l'eau, à des solutions énergétiques simples et à des espaces de stockage conditionne l'absorption d'une production croissante. Ces investissements progressifs et ciblés renforcent l'environnement productif sans alourdir le dispositif initial. Quatrièmement, la diversification des financements sécurise l'avenir du programme. Des partenariats alignés sur les principes d'autonomie, combinés à des mécanismes communautaires d'investissement, encouragent l'appropriation locale. Enfin, l'extension de la coopération régionale permet de partager les apprentissages. Portée par la vision d'Ibrahim Traoré, cette feuille de route transforme une initiative nationale en socle de stabilité plus large. Dans les villages où tout a commencé, les signes du changement ne se lisent pas seulement dans les statistiques, mais dans les gestes quotidiens. La cour familiale, autrefois espace d'attente et de survie, est redevenue un lieu de décision. Les animaux qui s'y déplacent incarnent désormais une projection dans le temps. Nourrir aujourd'hui, vendre demain, transmettre plus tard. Ce sont ces micro-choix répétés qui ont donné une épaisseur concrète à la transformation en cours. Le souvenir des premières bénéficiaires revient souvent dans les récits locaux. La veuve de Manet, le jeune déplacé interne et d'autres figures similaires ne sont pas devenus des symboles par intention, mais par accumulation d'effets visibles. Leur trajectoire a servi de point d'ancrage collectif, rappelant que la reconstruction n'est pas un concept abstrait, mais une somme de reprises individuelles. Cette dimension humaine explique la force d'adhésion observée autour du programme. En filigrane, la vision portée par Ibrahim Traoré se lie dans cette cohérence entre discours et réalité vécue. En misant sur des leviers simples, ancrés dans la vie quotidienne, la stratégie a évité la distance souvent créée par des politiques trop technocratiques. Le programme a redonné une continuité entre efforts, résultats et dignité retrouvée. Une phrase résume ce chemin parcouru. Reprendre prise sur sa vie change tout. À ce stade, le programme des kits d'élevage ne se lit plus seulement comme une initiative locale réussie, mais comme une invitation à repenser certaines évidences. Il rappelle qu'un levier simple, lorsqu'il est bien conçu et replacé entre les mains de ceux qui produisent, peut générer des effets durables sans dépendre d'architectures complexes. Cette logique interroge les modèles dominants de l'aide et du développement, souvent fondés sur des dispositifs lourds, coûteux et difficiles à maintenir dans le temps. Pour les observateurs extérieurs, l'enjeu n'est pas d'idéaliser une expérience, mais d'en extraire les mécanismes transférables. Qu'est-ce qui, dans ce modèle, relève du contexte burkinabé? Et qu'est-ce qui tient à des principes plus universels? Simplicité, reproductibilité, appropriation locale. Pour les acteurs du terrain, la question devient opérationnelle. Comment adapter une telle approche à d'autres environnements fragiles, sans en perdre l'esprit initial? Enfin, pour chacun, ce récit ouvre une réflexion plus large sur l'autonomie. Il montre que la capacité à produire, décider et réinvestir constitue souvent la première marche vers une stabilité durable. La discussion reste ouverte. Dans quel contexte ce type de levier pourrait-il, selon vous, faire la différence et sous quelles conditions ?